Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Et nous, la pédopornographie, pornographie mettant en scène des mineurs, un phénomène qui prend de l'ampleur au Togo et dans certains pays de la sous-région. On en parle aujourd'hui dans votre émission Et nous. Comment y mettre un terme? Nos invités du jour, Kofi Teli, membre du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant, FODET. Kofi Teli, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Également dans ce studio, Mac Chile Adodo, il est le premier rapporteur et porte-parole du Comité national des droits de l'enfant du Togo. Monsieur Adodo, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous. Alors, la pédopornographie, d'abord, on va essayer d'expliquer ce mot à nos auditeurs avec vous, Mac Chile Adodo. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par pédopornographie? Merci à Radio Djena qui continue par promouvoir et protéger les droits de l'enfant dans notre pays, le Togo et dans la sous-région. Lorsque nous parlons de la pédopornographie, il faut d'abord prendre en compte deux composantes. La pornographie et puis le mot pédo. Tout ce qui commence par, ou tout mot commençant par pédo, ça veut dire que ça a trait à l'enfant. La pédiatrie, vous voyez, quand on entend déjà ce mot péd qui commence, c'est déjà l'enfant. Et donc, ça veut dire que c'est la pornographie mettant justement en œuvre les enfants. C'est-à-dire toute personne dont l'âge est inférieur à 18 ans. Et donc, lorsque nous parlons déjà de la pornographie dans sa compréhension, c'est justement tout acte lié justement au sexe et qui expose l'acteur, je ne dirais pas le victime ou la victime, mais qui expose l'acteur au public. Donc cet acteur qui s'adonne à des actes sexuels ces actes qui peuvent justement susciter l'indignation ou pas, parce que ça dépend de la personne qui est en train de voir ou de visualiser ces images-là. Et donc, ces images, lorsque c'est des enfants qui sont entre parenthèses, les acteurs, et dans l'espèce, conformément à la loi, ces acteurs sont des victimes. Et donc, lorsque les acteurs de cette scène liée à l'acte sexuel sont des acteurs, on parle de, justement, la pédopornographie. Alors, comment expliquer que ce phénomène a atteint le Togo, Kofi Teli? Oui, bon, je crois, pour ma part, tout simplement que ce phénomène a atteint le Togo pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, nous ne cultivons plus de valeur au Togo. Nous ne cultivons plus de valeur. Aujourd'hui, tous les enfants pratiquement sont éduqués comme des petits blancs. Ça fait un peu mal parce que on dirait que nous ne venons pas de quelque part. Et par exemple, nous, Africains, nous avons nos traditions et nos cultures. On ne peut pas dire qu'on n'a pas ces choses-là qui puissent nous permettre de devenir des hommes et des femmes. Pleinement, entièrement à part, parce que un blanc reste un blanc, un noir reste un noir, un jaune reste un rouge, un jaune et un rouge reste un rouge. Le Togo, je crois, pour éviter ce genre de choses, doit pouvoir revenir à certaines choses, à certaines traditions et cultures, pour que les enfants puissent comprendre que ces choses, nous les appelons des abominations, des choses qui ne peuvent pas faire partie de notre culture, de notre société en tout cas. De toute façon, je disais que les raisons sont nombreuses, et elles peuvent aussi être pécuniaires. Parce qu'un enfant qui n'est pas bien entretenu à la maison, qui n'a pas une bonne éducation et qui cherche à tout prix à avoir de l'argent facilement,
ne peut qu'accéder à ce genre de choses. Si par exemple on lui propose une somme qu'il n'a jamais vue, je ne vois pas pourquoi il va refuser, puisque pour lui c'est la finalité qui compte, c'est l'argent qui compte. Le reste, ça n'a pas d'importance. Or, tout est faux. Un homme, quand il doit cultiver des valeurs, il doit avoir des principes et agir en fonction, sinon il n'est rien. Alors, Maxile Adodo, par rapport à ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il y a une perte d'identité. Est-ce que cette perte d'identité explique aujourd'hui que ce phénomène prenne de l'ampleur dans nos pays? Oui et non. Oui et non, parce que, voyez-vous, c'est vrai, mon frère a cité un certain nombre d'éléments. De raisons. Ouais. De raisons, mais il ne faut pas oublier la responsabilité de l'État. Ça, c'est très important. Parce que, voyez-vous, je me rappelle, hein, quand on était enfant, la plupart des films à caractère sexuel et également des films à caractère violent, on écrit moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Ainsi de suite. Aujourd'hui, il faut vraiment aller porter une loupe pour chercher sur les écrans si on a mis quelque part moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, etc. Ça, c'est un peu, disons, la démission de l'État. Parce que même sur la télévision togolaise, qui est un organe de l'État, on ne prend pas les gants pour justement protéger les enfants. Et du coup, cela rejoint justement le fait qu'à un moment donné, on ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus, et les adultes, et les enfants, avec aujourd'hui les réseaux sociaux qui abondent, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Vous achetez un appareil téléphonique à votre enfant. Et alors, avec ces réseaux-là, on ne sait même pas ce qui se retrouve, les images qui s'y retrouvent. Il y a plus d'éducation civique et d'éducation morale en bonne et due forme, telle que nous, on l'a connue, au point que on se demande si les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes. Tu vois un peu. Les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes. Et donc, lorsque il n'y a plus de barrières pour que les uns et les autres se retrouvent dans leur identité, dans cette identité culturelle et traditionnelle propre à nous, lorsque quelque part, évidemment, on ne va pas dire pourquoi l'information circule comme du vent, on ne va pas accuser cela, mais lorsque quelque part, on fait également la publicité autour du sexe. En fait, c'est un peu ça aujourd'hui. Hein. Dans le temps, vous ne pouvez même pas discuter sexe. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt nos enfants qui nous apprennent ce que c'est que le sexe. Vous voyez un peu. Et donc, tout cela, mis côte à côte, amène à la situation de l'heure. Et cette situation n'est pas spécifique au Togo. Non, pas du tout. Ce n'est pas le Togo. C'est une situation générale. C'est une situation, malheureusement, qui se propage à une vitesse grand V dans le monde entier et qui amène justement l'Africain à perdre son identité. Okay? Et cette identité, c'est vrai, c'est perdu ou on est en train de la perdre. Mais de l'autre côté, il y a l'abandon de la responsabilité étatique, il y a l'abandon de la responsabilité parentale, il y a l'abandon de la responsabilité de l'enseignant. Tout cela concourt malheureusement à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, Kofi Teli, par rapport à ce que Maxile Adodo vient de dire, il y a les programmes télé aujourd'hui qui agissent négativement sur les enfants. Mais comment tourner le regard vers ces programmes-là? Quelles restrictions il faudrait y avoir à ce niveau? Oui, puisque vous êtes également journaliste. Oui, bien sûr. Je commence par remercier M. Adodo quand il met au centre de tout l'État. Parce que c'est la responsabilité du gouvernement. Je rappelle que j'ai déjà dit que il y a beaucoup de raisons qui concourent à ces phénomènes-là aujourd'hui et la démission de l'État est un point crucial.
Aujourd'hui, ce que nous voyons sur nos télé fait peur. Et ça fait peur parce que on ne peut pas nous proposer des programmes qu'on ne maîtrise pas, dont on ne connaît rien, et des programmes qui substantiellement viennent complètement d'ailleurs et qui n'ont rien à voir avec les réalités africaines et tout ça. Voilà. Donc ces programmes-là doivent être vraiment revus ou carrément abandonnés. Et l'État doit agir, c'est l'État qui doit agir dans ce sens. Sinon, je ne vois pas où on va. Et aussi, la responsabilité des parents est fondamentale parce que à la maison, où tout ce qui touche à l'enfant fait partie de ce qu'on appelle la responsabilité du parent. Donc le parent doit savoir ce qu'on appelle programmer l'enfant sur ce qui passe à la télé ou sur nos réseaux sociaux et autres là, et donner à l'enfant une certaine éducation parce que fondamentalement ce n'est pas l'État qui viendra donner à l'enfant l'éducation. L'éducation, elle est basique, elle vient des parents de la maison. Donc si ces parents-là ne savent pas ce qu'on appelle éducation, comment voulez-vous que ces parents puissent avoir un droit de regard dans ce que les enfants regardent au truc là. Et c'est fondamental parce que nous sommes arrivés à un point pour dire que il faut vraiment du certificat, en tout cas délivrer du certificat aux parents. Sinon, pour avoir délivrer des certificats aux parents pour avoir des enfants. Parce que, Edwige, je le dis peut-être, ce que je dis est peut-être comique, mais quelqu'un me dira, non, bon, vous n'allez pas aller jusque-là. Mais il faut véritablement que les parents qui donnent... avant d'avoir des enfants, qu'ils soient responsables. Qu'ils soient responsables. Parce que, bon, avoir un enfant aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'argent. Hein. Ouais. Non, ce n'est pas une question d'argent. C'est aussi une question de culture, une question de méthode, et de savoir-faire, et tout cela mis ensemble, je crois que bon, on peut aller un peu loin. Sinon, l'Afrique aujourd'hui est complètement perdue. Il va falloir revenir à certaines choses. Peut-être le débat tourne un peu plus sur la tradition et autres là, mais je crois que ce dont on a envie de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Togo, parce que c'est important pour nous, je ne dis pas que bon, les autres régions ou les autres pays ne sont pas concernés, mais le Togo aujourd'hui et ses autorités doivent essayer de revoir la chose en passant par le programme qu'on nous propose à l'école et tout ce qui va avec. D'accord. Absence d'éducation de la part des parents, absence également de rigueur du côté du gouvernement par rapport au programme qui passe sur les différents médias et tout ça. Est-ce un échec global, Maxila Dodo? Oui, quelque part, hein, il faut se l'avouer. Il y a un échec qui concerne chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, parce que l'échelle est là et chacun se retrouve à un niveau donné et chacun se doit d'assumer sa responsabilité. Voyez-vous, des fois en matière de protection des droits humains, nos États des fois se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Oui. Quand ils font trop, on dit non, ça frise la dictature. Quand ils essaient de laisser un peu aller, on dit non, vous devez. Oui, mais il faut que, c'est vrai, nos États arrivent à trouver le juste milieu, tout en permettant à l'homme, avec grand H, d'être assez libre, assez épanoui, mais en même temps amener à l'homme à savoir assumer sa responsabilité. Voyez-vous, quelque part, tout à l'heure, lorsque je citais les différentes entités, oui. J'ai cité les parents, l'État, les enseignants, il y a aussi les religions dans nos églises, les leaders religieux dans nos églises. Aujourd'hui, comment est-ce que le problème là, le problème du sexe est vraiment géré. La sexualité est abordée à lorsque, dans le temps
C'est vrai, permettez que je fasse souvent le parallèle. Oui. Peut-être c'est un peu dû à mon âge, parce que je ne suis plus de cette génération de 2000. Voyez-vous, quand on allait à l'église, avant d'entrer dans l'église, lorsque vous portez certaines tenues, On vous renvoie. on vous renvoie. Et puis à un moment donné, on a fait des images vous montrant déjà les tenues qui sont interdites. Mais aujourd'hui, dans la plupart Des lieux de culte. des lieux de culte, on ne retrouve plus ce genre de choses. Et lorsque vous approchez aussi, les leaders religieux vont vous dire, écoutez, avec l'évolution du monde, ainsi de suite, oui, l'évolution du monde, mais est-ce que l'évolution du monde nous interdit la bonne éducation de nos enfants? Non, pas du tout. Nous devons essayer d'amener l'un et l'autre, c'est-à-dire l'évolution du monde et la bonne éducation, on doit les amener de pair pour que nous puissions vraiment sauver nos enfants. Parce que, vous avez si bien dit, c'est vraiment un échec sur tous les plans. C'est vraiment un échec sur tous les plans. Et c'est pour cela qu'il faut maintenant réfléchir. Il faut réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Voyez-vous, lorsque nous prenons notre institution, le CNE, lorsque nous voyons la mission qui est dévolue au CNE, nous nous disons que nous avons beaucoup de choses à faire. La matière de sensibilisation, de conscientisation, de promotion, de protection. Il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que nous pouvons faire, par exemple, en direction des télévisions, des médias, des réseaux sociaux, pour pouvoir canaliser tout cela sans tomber justement dans les travers? Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'endroit des enseignants en matière d'éducation civique et morale sans remettre en cause le programme scolaire dans son ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec les leaders religieux sans forcément être tassés de vouloir leur dicter les directives à suivre? Qu'est-ce que nous pouvons faire en direction même des parents, ainsi de suite, puisque nous sommes aussi des parents après tout. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme, et ce travail ne peut malheureusement être fait par une seule personne ni une seule institution, mais par l'ensemble des entités, et pour peu que nous ayons le soutien véritable de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cela doit être inscrit dans une véritable politique nationale, pour que lorsqu'on se retrouve dedans, on ne soit pas... tout le monde se dit, écoutez, ça, c'est un peu ça la vision, oui. Et que donc tout le monde concourt à l'atteinte des résultats. Parlant de pédopornographie, est-ce que les enfants, les mineurs mis en cause, ou bien les mineurs qui sont amenés à pratiquer cette pédopornographie sont responsables eux-mêmes? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Et pour répondre à cette question, en tout cas, tout de gauche, je dois dire que les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas responsables. Or, qui dit éducation, dit responsabilité. Je suis tenté de donner une petite, une petite définition à l'éducation. Éduquer un enfant, c'est l'aider à faire face à toutes les situations. Quand, par exemple, l'enfant ne peut pas dire non à certaines choses, alors il n'est pas bien éduqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand, par exemple, un enfant, je veux donner un exemple tout simple. Un exemple, oui. Oui, quand, par exemple, l'enfant, devant une situation comme celle-là qu'on a vue la dernière fois sur les réseaux sociaux, ne peut pas dire non parce que ses pères et mères ne lui ont jamais montré ça. L'enfant doit pouvoir dire non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Mais aussi, c'est que pour ce qui concerne tout ce qu'on doit faire ou où on doit aller, je crois que l'éducation même ou le sexe doit être appris à l'enfant. Pour nous, en tout cas moi par exemple, je n'ai jamais eu l'occasion, en tout cas je n'ai jamais eu cet honneur-là que ma mère ou mon père de discuter avec les parents sur la sexualité. Le sexe, c'est ceci ou c'est cela. Je crois que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. En tout cas, nous qui sommes un peu vieux, c'est ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, puisque le sexe abonde partout, on doit pouvoir dire à l'enfant à la maison ce qui est bon et ce qui n'est pas bon également. Voilà. Et que l'enfant sache, qu'on ne cache pas, parce que entre-temps c'était un tabou.
où il y a de l'hypocrisie dans l'affaire, mais aujourd'hui, il va falloir dire à l'enfant exactement ce qu'il doit faire quand il s'agit de sexe et quand il ne s'agit pas de sexe. Voilà un peu ce qui doit être fait. Aussi, pour terminer, en matière de religion, moi je suis un peu frustré quand on nous parle de religion, quand on nous parle de religion chrétienne ou musulmane. Et là-bas, je crois que les leaders font un peu preuve de ce qu'on appelle la peur ou de l'hypocrisie, parce que on n'enseigne pas véritablement ce que c'est à l'enfant. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que je dois aller un peu plus... C'est à la base que ça commence. Dans certains lieux de culte, il y a des cours ou bien des écoles de dimanche, parfois, si vous êtes chrétien, pour certains enfants, où on apprend les valeurs aux enfants. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas été fondamentalement chrétien. Et donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'à la maison, on nous disait de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, parce que si tu le fais, il y a peut-être un vaudou, il y a ceci ou il y a cela, quelque chose que tu ne vois pas peut te faire mal. Voilà un peu ce que ça donne. Donc il va falloir revenir à ce genre de choses et donner une certaine peur à l'enfant pour que l'enfant puisse réagir en face des situations qu'il ne maîtrise pas. À quel moment un enfant est responsable de ses actes maxillaires de dos? Oui, ça ramène, cette question ramène à la question tout à l'heure posée. La responsabilité des enfants commence déjà à partir d'un certain âge, déjà à 14 ans, 15 ans. L'enfant se retrouve responsable d'un certain nombre de ses actes. Ce que nous avons vu, par exemple, la dernière fois, concernant le réseau de nous avons vu qu'il y a justement les enfants qui ont de 6 ans, et à 11 ans, il y a vraiment les mineurs, et puis il y a les autres, adolescents et autres. Si les mineurs sont plus victimes, n'est-ce pas, quand on voit les adolescents, à partir d'un certain nombre d'âges, on se dit, écoutez, ces adolescents-là, il y en a qui sont à la fois victimes, mais aussi il y en a qui sont les bourreaux. Vous voyez. Et donc, à ce niveau, la justice aura justement à faire la part des choses. Et donc, il y a l'enfant, c'est vrai, à un moment donné, peut se retrouver responsable d'un certain nombre d'actes qu'il a posés. Évidemment, on essaie d'analyser, de tenir compte du contexte ou de l'environnement dans lequel l'enfant a évolué, pour essayer de comprendre mieux la situation, comprendre pourquoi il est arrivé là, et à partir de ce moment-là, on fait la part des choses. Mais toujours est-il que la responsabilité première ne repose pas sur l'enfant. Parce que, comme l'a dit Kofi, quelque part, quelle est l'éducation qu'on donne à cet enfant? À la base. Depuis la maison, à l'école, au niveau étatique, c'est-à-dire ce que l'État doit réguler et que ce n'est pas fait. Quelle est l'éducation que l'enfant retrouve à ce niveau? Quel est le programme scolaire que l'État a mis en place pour que cet enfant en bénéficie au niveau scolaire? Il y a pas mal de choses au point qu'il faut vraiment situer les responsabilités. Voilà. Maintenant, à ce niveau, par rapport à la pédopornographie, que disent les tests contre ce phénomène-là, notamment au Togo, parce que... Alors, que disent les tests? J'ai pensé un peu justement à ça en venant, j'ai pris le code de l'enfant. Ah oui, j'ai deux tests. Voilà, le code de l'enfant aujourd'hui dans le studio. Et là, il faut être clair là-dessus. Je ne vais pas aller chercher, pour inventer la roue. Je vais lire ce que dit justement sur la pédopornographie. Sur la pédopornographie. D'abord, quand je parle, qu'est-ce que c'est d'abord que la pornographie? Et puis, lorsqu'on parle justement de la pédophilie, parce qu'il y a pédophilie et pornographie, et vous retrouvez la pédopornographie. Alors, lorsque nous disons par la pornographie, on dit constitue la pornographie mettant en scène des enfants, vous voyez? Et là, on a la pédopornographie. Oui. Toute représentation par quelque moyen que ce soit d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles. La pornographie mettant en scène des enfants est punie de 5 à 10 ans d'emprisonnement.
Ça, c'est l'article 392 du Code de l'enfant. Ensuite, rapidement, l'article 393 dit « Constitue la pédophilie tout acte de pénétration sexuelle ou d'attouchement sexuel de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'un enfant de moins de 15 ans ou encore toute exposition ou exploitation à des fins commerciales et touristiques de photographies, d'images et de sons obtenus par un procédé technique quelconque, de films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants âgés de moins de 15 ans. Le crime de pédophilie est puni d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans lorsqu'il s'agit d'attouchement et de 10 à 20 ans de réclusion lorsqu'il s'agit de pénétration. L'infraction n'est pas constituée si la différence d'âge entre l'auteur et la victime ne dépasse pas 5 ans. Voilà ce que disent les textes. L'article 392 et l'article 493 du Code de l'enfant. C'est dit clairement que lorsqu'on parle de pornographie et de pédopornographie, c'est un crime. C'est pour ça qu'on parle de réclusion criminelle. C'est un crime. Absolument. D'accord. C'est un crime. Voilà. Et il faut le comprendre ainsi. 10 à 20 ans. Ben parce oui. qu'il y a eu, on a vu les images, il y a eu Voilà. la pénétration. Il y a eu pénétration. Et je dirais même pénétration violente. Mais est-ce que ces mineurs qui sont concernés, on a vu des enfants de 6, 11 et tout ça, également doivent être sanctionnés selon le code de l'enfant et le code pénal du Mais non, parce qu'il y a les enfants qui sont victimes. Hein, il y a des enfants victimes. Voilà, on a vu les deux la dernière fois sur l'image, les images qui ont circulé. Vous avez à la fois les victimes et aussi les auteurs. Les auteurs, vous avez surtout les tout petits, hein, qui se retrouvent être vraiment les victimes. Et c'est ça même qui a créé cette indignation, hein, cette indignation insupportable. Parce que je dirais qu'il y a des indignations qui sont supportables, mais ce qu'on a vu la dernière fois, les enfants de 6, non, 7, quand même, quoi. 11 ans. Voilà. Et donc, mais au-delà maintenant de ces enfants, il faut maintenant chercher les vrais auteurs. Voilà, la c'est pour ça que le CNE, le CNE dans son communiqué, a invité à ce que ce soit les personnes réellement impliquées qui soient poursuivies et appréhendées. Le CNE a invité à cela. Le FODET également a invité à ce que les responsables même soient poursuivis et mis en prison. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? Bon, les communiqués sont sortis des deux côtés, mais aujourd'hui, quelle est la situation? Mais quelle est la situation? C'est que les choses évoluent. Vous savez, en matière de justice, la justice prend souvent son temps pour ne pas commettre des erreurs. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays où l'état de droit essaie de prendre véritablement de prendre racine. Et donc, il ne faut pas aller très vite en besogne et soit ne pas appréhender tout le monde, hein, ou soit commettre des erreurs, c'est-à-dire en prenant ceux qui peut-être ne sont pas véritablement les vrais auteurs. Mais l'enquête, ou les enquêtes se poursuivent, et je ne voudrais pas ici dire voilà, à quel stade, hein, et les forces de la sécurité et la justice se retrouvent aujourd'hui. Non, je ne suis pas là pour ça, je ne suis même pas bien placé pour donner ces cela. informations. Mais ce que je sais, à ma qualité de membre du CNE, c'est que les choses vont telles que nous l'aurons souhaité et que très rapidement nous aurons des résultats probants. Et au niveau du FODET, il y a un travail qui s'est fait? Oui, bien sûr. Nous suivons aussi ce dossier. J'aimerais tout simplement dire que il y a des enfants qui ont été arrêtés et un autre, en tout cas, peut-être le cerveau de cette histoire qui aurait fui. C'est le majeur, c'est celui qui est adulte, c'est ça? Oui, mais est-il vraiment le cerveau? Moi, je ne le vois pas en tant que cerveau. Donc, il fait notre travail. Voilà. De toute façon, si on l'appréhende, on aura le reste. Voilà pourquoi je l'appelle... disons que c'est le pivot. Voilà, le pivot. Donc, on est à sa recherche. Je crois que l'Interpol travaille là-dessus. Comme Max Schiller vient de le dire, on n'est pas là pour... exposer le travail qui se fait. De toute façon, l'affaire est en instruction et le secret d'instruction n'est jamais révélé. Il va falloir continuer. On verra ce que ça va donner. Concernant cette pédopornographie, les gens l'ont dit... Est-ce que les organisations de défense des droits de l'enfant n'ont pas démissionné dans leur mission? Oui. Est-ce que les organisations n'ont pas démissionné?
Rappelez-vous tout à l'heure, je disais qu'il y a un échec sur toute la ligne. Il y a un échec sur toute la ligne. Mais on ne peut pas imputer cet échec-là aux organisations, aux ONG et associations. Non, pas du tout. C'est laisser quelque part les autres composantes, les autres entités. Également. Absolument. Je crois que les ONG, puisque je viens aussi de ce monde, font un travail qu'il faut absolument, disons, encourager. Parce que c'est un travail qui n'est pas facile. La défense des droits humains n'a jamais été une chose facile. Parce que quelque part, rappelez-vous, dans le temps, on accusait les ONG de trop faire, et que c'est les ONG qui font que, quand on parle tous des droits de l'enfant, les parents, patati patata. Parce que quelque part, lorsque les parents sont défaillants, parce qu'on les poursuit, les parents estiment qu'on n'avait pas ce droit-là. Vous voyez un peu. Or, nous avons ici relevé la défaillance, justement, de la responsabilité parentale. Les ONG font ce qu'elles peuvent faire. Mais les ONG ne remplacent pas les parents. Les ONG ne remplacent pas l'État. Les ONG ne remplacent pas X ou Y. Les ONG ont leur part de responsabilité pour peu qu'on leur permette de travailler, pour peu qu'on leur donne les moyens, parce que le travail que les ONG font, c'est le travail de l'État. Vous voyez un peu. Et donc, les ONG, normalement, doivent bénéficier du soutien de l'État. Or, nous savons que dans la plupart des pays en développement, tels que le nôtre, ce n'est pas toujours ça. Il y a certaines institutions de la société civile qui bénéficient de quelques soutiens, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que les structures étatiques voient les ONG comme des concurrents, et donc on ne leur facilite pas toujours la tâche. Et donc, dire aujourd'hui que les ONG ont failli, moi je dis non, mais nous devons tous nous remettre en cause pour voir où est-ce que ça n'a pas bien marché. Pourquoi on est arrivé là? Parce que, voyez-vous, ce problème-là, les investigations nous ont permis d'avoir comme information comme quoi ce n'est pas un truc qui date d'hier. Ça existait depuis. Ça existait depuis déjà plusieurs mois, voire quelques années, au vu et au su de certaines autorités locales. Alors, si on a laissé ça jusqu'à ce que ce soit de l'extérieur, que ces images nous soient parvenues, mais je dis, il y a un problème là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qui va advenir de ces autorités locales? Pour l'instant, qui était au courant. Il faudrait que le ministère, en charge de ces autorités locales-là, sévisse. Et donc, je ne vois pas qu'on puisse jeter la pierre aux ONG en se cachant sous un tas de montagnes. Il faut également jeter la pierre aux ONG parce qu'il y a certaines ONG qui ne font pas le travail sur le terrain, qui sont complices de ce qui se passe sur le terrain souvent. Sur cette question, je dois dire que cette affaire a ouvert un peu plus les yeux à tout le monde. Et donc, si quelqu'un ne travaillait pas sur le terrain... c'est le moment. Voilà, c'est le moment. C'est le moment de commencer. Mais comme le disait déjà quelqu'un, il y a un manque criard de moyens. Parce que pour essayer d'encadrer les enfants, il faut être doté de plusieurs choses. De la formation, mais aussi de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Les moyens financiers. Voilà, les moyens financiers. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'affaire-là a été révélée par une organisation de l'extérieur. Cela voudra dire que les organisations nationales, à un moment donné, ont failli un tout petit peu. Voilà. Donc, il va falloir ouvrir un peu plus les yeux et prendre notre bâton de pèlerin et agir en fonction. Pour terminer, je peux tout de suite appeler l'État à aider les organisations de la société civile qui accompagnent les enfants à jouer véritablement leur rôle. Parce que sans l'accompagnement de l'État, on ne peut rien faire. Dans cette affaire, on a cru entendre que même dans les prisons où il y a des adultes, cette affaire réside en bonne et due forme. Donc il va falloir faire du travail, un travail sérieux
pour que le Togo se porte bien. C'est un travail d'échelle alors. C'est un travail d'échelle. Lorsque Telou parle des prisons, mais qui gère les prisons? Ce ne sont pas les ONG. C'est les autorités. Mais ça veut dire que, c'est vrai, lorsque nous parlons d'autorité, c'est à des échelles, bien entendu. Mais ça veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, chacun doit se remettre en cause et jouer véritablement sa partition. Et il a dit, il faudrait que l'État accompagne les ONG. À titre d'exemple, vous prenez des ONG, des centres d'accueil qui ont l'agrégation, mais qui n'obtiennent aucune aide, aucune subvention de l'État. Mais souvent on dit les ONG, comme vous avez des apports de l'extérieur, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on a l'impression que les ONG sont vues en concurrents. Il y a certaines ONG qui font comme ils n'ont pas besoin de... Oui, mais justement, voyez-vous, moi je fais partie de ceux-là qui à un moment donné ont milité pour que l'État subventionne, accorde des subventions, et à partir de là, est véritablement un droit de regard sur ce que font les ONG. Mais les mêmes ONG disent que le gouvernement ne peut pas mettre sa bouche dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que justement, lorsque quelque part l'État ne donne rien, comment? C'est-à-dire que c'est ça la raison que les ONG donnent. D'accord. Lorsque, par exemple, moi je me débrouille pour vivre, pourquoi tu viens me demander des comptes? Vous voyez un peu. Mais les ONG oublient qu'elles sont gérées et par des lois nationales, et qu'il y a l'autorité étatique. D'ailleurs, les ONG sérieuses envoient régulièrement des rapports au ministère de tutelle, pour dire voilà ce que nous faisons, voilà un peu la provenance des ressources. Parce qu'il ne faut pas aussi que demain on se retrouve dans un pays où le djihadisme prend de l'ampleur, parce que quelque part les fonds qui sont arrivés viennent d'ailleurs. Justement. Donc l'État doit également jouer son rôle régalien, et les ONG aussi doivent comprendre que elles ne vivent pas dans un État à part, mais qu'elles sont dans un État également qui a des comptes à leur demander, et qu'elles ont l'obligation d'ouvrir leur rapport, leur cahier, tout ce qu'il faut, et qu'on sache qu'est-ce qu'elles font véritablement pour les enfants. Alors, non seulement pour les enfants, parce que vous voyez, il ne faut pas ramener ça seulement aux ONG des enfants, mais les ONG dans leur ensemble, qu'est-ce qu'ils font réellement pour l'être humain togolais. Alors, quels sont les moyens donc à mettre en place pour la protection des mineurs contre la pédopornographie? Quels sont les moyens à mettre en place, Maxile Dodo? Les moyens existent déjà. Les moyens existent déjà. Il y a les tests. Comment est-ce que ces tests-là sont appliqués? Voyez-vous, dans notre pays, il y a des sites qu'on appelle des vicimés. C'est au vu et au su de tout le monde. Vous voyez des personnalités, des gros taux qui viennent garer leur voiture. Des personnes fortunées. Des personnes fortunées. Mais on ne me dira pas, la police ne me dira pas qu'elle ne sait pas. Mais quel est le rôle, la police des mœurs, quel est le rôle que cette police-là fait aujourd'hui? C'est vrai, moi j'ai la chance de rencontrer beaucoup de ces acteurs, on parle toujours de moyens. Il y a un problème de moyens qui se pose. Et je crois que notre pays, le Togo, sous la conduite du chef de l'État, en prenant justement cette orientation de faire en sorte que le Togolais vive dans un environnement sain, il faudrait alors que le gouvernement, à qui le chef de l'État donne des directives, que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour mobiliser assez de ressources et permettre aux services techniques de jouer véritablement leur rôle. Parce que nous avons des experts en matière. Nous avons des personnes ressources au niveau de ces services, mais sauf que ces personnes ressources-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire si elles n'ont pas les moyens? Que fait le ministère de l'Action sociale? Que fait le ministère en charge de la communication? Que fait le ministère du Tourisme pour éviter que notre pays n'accueille que des touristes qui viennent, des touristes sexuels? Comment est-ce que tout ce beau monde-là qui arrive dans notre pays, qui demande des visas, est-ce qu'on mène une petite enquête pour savoir? Parce que voyez-vous, quand nous on veut aller en Europe là, il y a un travail qui se fait. Mais il y a un travail qui se fait pour éviter que ce soit, que soit de n'importe qui quitte l'Afrique pour venir en Europe. Mais il faut que cela soit réciproque. Avant que les gens là ne viennent, quand vous allez fouiller ce dossier-là de pédopornographie, vous verrez que quelque part, et ça c'est les informations que nous avons, c'est que quelque part il y a un blanc, il y a un européen qui serait à la base. Si réellement c'est ça, ça veut dire qu'il y a un travail fondamental qui doit être fait. Et j'espère
que ce travail qui est en train d'être fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans les jours à venir, on aura encore les détails. C'est sûr que le gouvernement nous donnera des détails. Mais pour ce qui concerne le CNE, nous veillerons à ce que les droits de l'enfant soient véritablement protégés et promus. Hein, et c'est le lieu de lancer un appel pour que chacun qu'on se donne la main et que ça, on ne laisse pas seulement les ONG, qu'on ne laisse pas seulement les institutions étatiques, mais que tout le monde se dise ce qui est arrivé à ces enfants-là peut aussi arriver à mes enfants. Parce que les parents ne restent pas. Aujourd'hui, nous courons, on court derrière l'argent, parce que les enfants doivent manger, on n'est pas présent, on ne sait pas ce qui se passe. Quand tu quittes la maison pendant 3 heures, 4 heures, qu'est-ce que tes enfants sont devenus? Personne ne le sait. Donc, tous les enfants sont des probables victimes. Donc, mettons-nous la main dans la main pour que nous ne voyons pas nos enfants demain tomber dans les mains de ces auteurs et que nous ne fassions couler des larmes de crocodile. Quelle solution donc, parce qu'on l'a constaté tous, il y a un échec à tous les niveaux. Quelle solution? Il a donné certaines solutions, et à votre niveau, Teli Kofi? Oui, j'ajouterai 2 choses. La première, c'est que il faut que ce soit un travail qui soit fait, un travail de marteau et d'enclume. C'est-à-dire que l'enclume, peut-être, c'est l'État. Et le marteau, c'est l'éducation qui viendra de la maison. Maxile l'a déjà dit plusieurs fois. Mais je crois qu'il faut un retour aux valeurs. Parce que nous, Africains, nous avons des valeurs. Et si ces valeurs ne sont pas connues par les parents, je ne sais pas où on va. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que si aujourd'hui Kofi et Abla ont un enfant, ils vont l'éduquer selon les valeurs d'un autre État ou d'une autre communauté. Voilà. Or, nous-mêmes avons des valeurs qui sont intrinsèques à nous, qui aujourd'hui sont peut-être galvaudées, mais il va falloir revenir à ces valeurs-là et dire non à ces situations un peu compliquées. Merci beaucoup à vous, Maxile et à Dodo, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir aussi invité. Alors, je rappelle que vous êtes le premier rapporteur et porte-parole du Comité national des droits de l'enfant du Togo. Merci à vous également, Kofi Teli, d'avoir répondu à notre appel. Merci à la Radio Dina. Je vous rappelle également que vous êtes membre du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant. Chers auditeurs, ainsi s'achève-nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. La lutte, nous tous, nous devons la mener pour pouvoir arriver à terme, parce que nos enfants sont des êtres précieux pour nous tous. Je suis Djiboli Edwige Apedo. À très bientôt.